Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans l'univers post-apocalyptique et mystérieux du manga, A Journey Beyond Heaven. Ce manga raconte l'histoire d'un duo né dans ce monde survivant, dévasté par une catastrophe inconnue, à la recherche d'un paradis, en cherchant à s'en sortir dans ce dit univers. Ainsi, nous allons donc explorer ce manga fascinant dont le 8e volume sort en mai prochain, dans un mois, créatif, imaginatif, perturbant. Ce titre a vraiment beaucoup de qualité, si bien qu'une adaptation animée est arrivée ce week-end sur Disney+ en France. Ce manga est sorti, lui, pendant le Covid dans l'Hexagone, ce qui ne l'a pas aidé à performer, très, très clairement. D'ailleurs, à l'époque, on avait déjà fait une émission après la lecture des 2 premiers tomes. Ça nous avait vraiment plu, mais voilà, le temps a passé, le manga s'est étoffé, on en a un tout petit peu parlé, mais on voulait absolument revenir dessus et vous proposer une seconde émission sur Journey Beyond Heaven. Puis c'est quand même un manga qui au final fait un petit peu l'unanimité dans l'équipe, et puis faut savoir que de manière générale dans le manga, quand on approche le tome 10, souvent il y a des petites révélations, il y a des petits trucs. Du coup on s'est dit c'est peut-être le moment d'énoncer toutes nos théories maintenant, et comme ça on est sûr de se tromper avec l'arrivée des prochains tomes. Sachant que si vous écoutez l'émission qu'on avait fait à l'époque, on avait chacun émis des petites théories. Bon, la plupart sont mauvaises. Ouais. Ça c'est clair. Bon, ce qui est bien en tout cas avec ce genre de titre, c'est qu'en plus on peut dépeindre la nature humaine avec tout ce qu'il y a de bon et surtout d'horrible en elle. Alors préparez-vous pour un débat autour du manga Journey Beyond Heaven avec, comme d'habitude, une partie spoil et une partie sans spoil. C'est parti, générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga A Journey Beyond Heaven de Masakatsu Ishiguro, autrement nommé au Japon et en version animée en France, Tengoku Daimakyo. Avec nous, ceux qui préparent leur road trip post-apocalyptique, casserole, nouilles périmées, silex et manga, ils sont vraiment équipés pour survivre. Salut Robin, salut Julie, salut Cagnard. Salut. On the road. Vous êtes dans Journey Beyond Heaven, vous devez emporter un tome. Vous savez ce que vous prendriez ou pas? Un tome de journée. C'est genre, on arrive chez toi et on peut voler un tome de manga. Parce qu'en fait, toi, t'es plus là, tout ça, on est des années dans le futur. Mais toi, ta maison est restée normale et on peut te voler un tome. Tu crois que les gens partiraient avec quoi? C'est leur boune. Ah bah c'est sûr, hein. Si on est dans une société post-apo, oui. C'est Dr Stone, je pense, du coup. Oui. Ah mais oui, tu l'as vraiment bien en avant dans ta biblio. Ah bah je l'ai pas du tout. Ah oui, donc du coup les gens pourront pas repartir avec. Non, ils repartiront avec Slam Dunk, du sourire, mais ils seront morts dans pas longtemps. Ça va. Si vous aimez cette émission, alors abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous êtes sur Twitter, on vient d'en connaître un peu plus sur comment fonctionnent tous les algorithmes. Et ce qui est important, c'est donc de s'abonner au compte La 5e de couve sur Twitter et de liker nos tweets plus que les RT. Bon, après vous pouvez faire les deux, vous pouvez tout faire. Oui. Vous pouvez vous abonner, liker, retweeter, répondre, mais le mieux, si vous devez faire qu'une seule chose, liker. Si vous êtes économe en clic et que vous voilà, considérez qu'il n'y en a qu'un seul à faire. Et du coup, tu m'as pas dit, on l'a le badge bleu ou pas? Non, c'est payant. Ah, tu devais payer. Ben non. Ça fait des semaines que tu nous dis que tu vas payer, Max. On ne paye pas les badges bleus ici. On parle de Journey Beyond Heaven. Ce manga, c'est une histoire de science-fiction qui se passe dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme appelé le Grand Désastre. On y rencontre Maru et Kiruko, 2 adolescents ou jeunes adultes, les dates de naissance dans ce monde-là, c'est pas très important. Ensemble, ils errent dans ce monde qui est tel qu'ils l'ont toujours connu, c'est-à-dire à moitié ravagé. Et leur objectif, c'est d'atteindre un lieu à appeler paradis. Mais pour ça, ils doivent survivre, puisque depuis le grand désastre, des monstres rôdent et ces monstres dévorent les humains. On appelle ça des Hiroko. Mais ce n'est pas tout pour l'histoire, car en parallèle, on est dans une sorte d'orphelinat high-tech coupé du monde.
Et à ce moment-là, on suit les activités d'un groupe d'enfants qui ont l'air de jouir d'une douce vie, mais qui n'ont pas tous les codes habituels d'un enfant dans nos sociétés. Ils ne connaissent même pas vraiment le monde extérieur, le dehors du dehors, comme ils disent. Est-ce que c'est le paradis ? Est-ce que ce sont des cobayes ? Est-ce qu'on est dans la même timeline ? C'est quelques-unes des 10 000 questions, et encore, je suis gentil en disant 10 000. 10 000 questions qu'on peut se poser en découvrant ce manga tout simplement génial. Là, aujourd'hui, 7 tomes sont disponibles. Le 8e arrive au mois de mai. Au Japon, ils ont que 4 chapitres de plus après le tome 8. Donc, ils sont pas beaucoup plus en avance. Donc là, on est clairement au bout du bout de la parution. Et ce manga a donc été adapté en animé. Alors peut-être que ça va donner un petit coup de boost aussi à l'auteur pour augmenter son rythme de travail. Mais enfin bon, qu'il prenne son temps pour faire ça bien. Et cet animé est arrivé sur Disney+. Ce week-end, après la diffusion de cette émission, c'était le 1er avril. Et les téléspectateurs, je sais pas comment on dit, les SVOD spectateurs ont été assez dithyrambiques sur le résultat de cet animé. On en parlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Mais en attendant, on est donc dans un monde post-apocalyptique assez étrange. C'est quoi ce monde qui nous attire tant et qui nous fait nous poser tant de questions ? C'est déjà un monde futuriste. C'est un petit peu ça, hein. Au final, toute la question que pose Journey Beyond Heaven, c'est quel est ce monde ? Au final, c'est peut-être le plus gros mystère qu'il y a dans tout le manga. Et alors, effectivement, de prime abord, on peut se dire qu'on est dans un monde plutôt futuriste, voire je dirais au futur avec un S, parce qu'on ne sait pas trop à quel moment se passe le récit à chaque fois. Et dans tous les cas, c'est une réalité qu'on ne connaît pas. On est partagé entre du futur lointain et du futur plus proche. Et c'est là où c'est marrant, et c'est là où les mystères et l'enquête prend toute son importance. C'est qu'il y a des petits indices parfois glissés, parfois faux, parfois vrais, qui nous font penser que ce monde est un futur très très proche ou pas. C'est ça, c'est qu'en fait, comme disait Cagnard, il y a 2 timelines, et il y en a une qui est effectivement cette orphelinat, tu te disais high-tech, qui est esthétiquement la partie qui est vraiment futuriste. Là, on est vraiment dans les codes d'un récit de SF avec une expérience probablement scientifique sur des enfants, etc. Avec tous les codes, les murs hyper lisses, les robots, les ordinateurs partout qui calculent tout. Et dans l'autre timeline, on est effectivement dans un monde post-apocalyptique, mais où globalement le monde semble s'être arrêté à une époque qui ressemble à la nôtre, quoi, qui est pas beaucoup plus avancée que nous, si ce n'est effectivement des petites touches par-ci par-là. Effectivement, l'héroïne qui a un flingue qui semble être une espèce de technologie avancée. Il y a quand même des manipulations génétiques ou des trucs médicaux qui sont probablement pas du tout possibles à faire à notre époque, mais c'est vraiment assez subtil, quoi. Donc globalement, le futur post-apocalyptique ne semble pas si éloigné que ça du nôtre. C'est subtil, mais c'est énorme la partie génétique, scientifique. C'est des trucs qui sont à des années-lumière de ce qu'on serait capable de faire. Ouais, mais c'est pas spectaculaire graphiquement dans l'univers, tu vois, t'as pas l'impression de voir des carcasses de tanks futuristes, tu vois, genre globalement, à part ça, le reste est comme nous, quoi. Ouais, c'est une sorte de présent parallèle. Ouais, où il y aurait eu quelques avancées dans des trucs très précis, genre là, la médecine. C'est ça, et dans laquelle cet institut, cette école étrange serait très en avance, comme on pourrait l'imaginer si on a envie un petit peu de se triturer la tête. Il peut y avoir une île avec Elvis et Johnny Hallyday, et il pourrait y avoir donc une île où il y a tous ces enfants qui sont, on peut tout imaginer, quoi. Tout est possible. Et donc il y a ce futur, et donc il y a ce monde post-apocalyptique, ce qui veut dire qu'il y a eu une apocalypse. Alors là, du coup, il va y avoir une petite répétition, vu que, comme on a dit, il y avait deux timelines. Même le post-apo ne prend pas la même forme dans les 2 récits. Donc, tu vas en avoir un où on aura plutôt une vision survivaliste, on va dire, où tu dois vraiment te débrouiller avec ce qu'il y a autour de toi. Mais en même temps, dans l'autre timeline, je mets des guillemets oraux au timeline, parce qu'en vrai, même ça, on ne le sait pas. Là, pour le coup, c'est aussi de la survie, mais dans un cadre qui est beaucoup plus aseptisé, robotisé, qui a plus grand chose d'humain, en fait. Ouais, et puis ce qui est marrant, c'est que c'est ça qui était assez original à la lecture aussi, c'est que le côté justement moins aseptisé de l'extérieur, enfin ce qui semble être l'extérieur en tout cas, ça devrait être un monde dur, et en fait il est presque plus positif que le monde qui est à l'intérieur des enfants aseptisés. Ça dépend. Les enfants ont l'air heureux.
Oui, ils ont l'air heureux, mais tu sens qu'il y a un truc pas net qui se passe, quoi. Alors que vraiment, quand t'es à l'extérieur avec Maru et Kiruko, t'es vraiment dans un espèce de monde où le survivalisme est vu de manière assez positive, quoi. Il y a, finalement, il y a eu un désastre, mais la civilisation, elle a pas tellement disparu. Il y a encore des villages, il y a de l'entraide, les gens se sont réorganisés. Globalement, ça fonctionne, quoi. C'est un monde qui est un peu plus bordélique que le nôtre, mais qui s'est plus ou moins reconstruit par rapport aux autres récits post-apo qu'on a pu voir. C'est assez différent. Tu vois, il y a moins ce côté vraiment nos futurs, genre la civilisation a été éradiquée et il reste quelques petites poignées d'êtres humains. Là, il y a juste moins de monde qu'avant probablement, mais bon, voilà, les gens sont organisés. Il y a même des compétitions de karting, quoi. Dans quel monde post-apo t'as déjà vu des trucs où les gens s'amusent encore, quoi. C'est ça qui est important dans ce monde, c'est aussi l'ambiance que l'auteur y met, parce que t'as ce monde post-apocalyptique. T'as donc un cataclysme qui a probablement tué des millions de personnes. Bon, en tout cas, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le voit comme ça. T'as ces enfants qui ont l'air d'une naïveté incroyable, qui ont peut-être été créés, inventés, clonés, on n'en sait rien. Mais c'est plutôt joyeux, au début en tout cas. En fait, comment dire, je me disais, le bon terme pour moi, ce serait de dire, c'est du post-apo mais à hauteur humaine, quoi. Enfin vraiment parce que c'est ça qui est mis en avant, que ça soit, enfin on le voit moins effectivement dans le cadre très aseptisé de l'institut, parce que dirigé par les robots, donc très peu de marge de manœuvre, mais il y a toujours des petites failles où tu vois l'humanité, la curiosité qui fait que tu vas aller là où t'as pas le droit d'aller, le truc, le bug informatique qui crée justement des interférences de est-ce que vraiment on nous dit tout, et le doute qui s'installe. Donc voilà, toujours ce truc très humain. Et dans l'autre timeline, donc là c'est vraiment la débrouillardise pure qui est vraiment mise en avant, comme on disait, parce que il y a de l'entraide, il y a de la solidarité plus ou moins calculée, et ça je trouve que c'est vraiment bien de l'avoir formulé comme ça, parce que des fois c'est quand même intéressé, on vous aide si vous nous aidez, enfin il y a partout des pactes de non-agression, et finalement tu te dis peut-être que ça fonctionnerait effectivement comme ça, plus que sur vraiment un élan très j'allais dire chrétien, de dévouement pur, ou de dons comme ça qui serait pas suspect, mais on se dit ce serait trop idéal, quoi. Et là on est vraiment face à des gens qui au jour le jour ils doivent trouver des solutions, faire preuve d'ingéniosité. Et c'est humain, et c'est surtout plein d'optimisme, parce que ils ont tous traversé des trucs horribles, perdu des êtres chers, ou au contraire, n'ont jamais connu de monde qui soit moins dur que celui qu'ils connaissent déjà, quoi. Ouais, c'est ça qui est assez original, c'est que l'apocalypse est assez récente en soi. D'ailleurs il y a les premiers pillards que les personnages rencontrent. D'ailleurs c'est assez marrant, c'est que ça c'est pareil, le moment où t'as des pillards qui arrivent dans un récit post-apo, c'est très codifié. Normalement les pillards c'est vraiment des méchants, tu vois, ils sont là pour te détrousser, te tuer, tout ça. Et là même les premiers pillards que tu vois, ils ont pas l'air si dangereux que ça, hein. C'est juste des gens un peu paumés qui ils font de leur mieux, ils se font même victimer, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a un truc là qui est assez finalement réaliste, quoi. Mais il pourrait sortir d'un petit récit court d'Urasawa dans un diner américain. Oui, ça pourrait être complètement comme ça. Mais il y a un point important que tu as souligné, c'est que c'est effectivement un post-apo qui pourrait être réaliste, en tout cas qui l'est plus qu'un Mad Max par exemple. Ouais. Il n'y a pas de fantasme de hyper-violence ou de hyper-individualisme, enfin je sais pas comment dire, mais c'est plutôt il faut faire avec ce qu'on a, et c'est, enfin moi de ce point de vue là, c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment très très réaliste. Cagnard, il y a un de ces points qui te fait réagir. Ouais, je pense à ce que Robin a dit quand on voit justement les premiers pilleurs. En fait, je pense que la différence, elle est simple, c'est-à-dire que tu as un des deux récits qu'on connaît déjà. Le post-apo survivaliste, vraiment, on le connaît, et comme Robin l'a dit, en fait, tu vois, les pilleurs, au final, ils sont pas si dangereux que ça. Donc t'es dans... En fait, c'est comme si c'était un univers qui était assez transparent. Alors que quand on est dans l'institut, on sait pas ce que... Je parle des adultes, hein. On sait pas ce que les adultes veulent. Les enfants ont l'air heureux, comme tu l'as dit, effectivement, mais on sait pas ce que les adultes leur ont fait. Alors que dans la société post-apocalyptique, on va dire, c'est transparent, tu vois, c'est des adultes, ils veulent manger, ils veulent survivre, c'est classique. Alors que, effectivement, du côté du centre, il y a cette partie mystère que tu n'as pas justement dans l'autre dans l'autre timeline, quoi. Et vous l'entendez, c'est un monde qui d'emblée nous fait nous poser déjà des milliers de questions, nous fait cogiter, nous fait réagir dans tous les sens. Et puis il y a surtout
cette espèce d'épée de Damoclès qui est déjà tombée, mais qui peut tomber sur une des deux timelines, enfin on sait pas où on en est, c'est cette catastrophe. Et je vous le dis, à un moment donné, on sait. Mais en tout cas, dès le début, on se dit, mais quelle est cette catastrophe, quoi ? C'est un des trucs où tu te dis, ok, je veux la réponse. Bah, c'est vrai que le ressenti face à la catastrophe, il est quand même assez intéressant. C'est un traitement qui est assez particulier parce que ça semble assez anecdotique au final. Et même les héros ont l'air d'y apporter pas trop d'importance, quoi. Ils en parlent, effectivement, ça revient. Mais vu que c'est mélangé dans des espèces de légendes urbaines, on ne sait pas vraiment ce qui a existé, ce qui n'a pas existé aussi à l'époque. Bon, bah, la catastrophe est vraiment pas vécue de manière horrible. Après, ils l'ont pas vécue aussi, en même temps, c'est derrière eux. Et dans le centre, est-ce qu'il est question de la catastrophe dans le centre ? Bah, pas avant très longtemps. Ouais, c'est ça. Pas dans les premiers tomes, Ouais, puis même les conséquences de la catastrophe qui sont l'apparition de ces fameux Iruko ou dévoreurs ou ogres, ou je sais pas, ils ont plein de noms différents. Bah, c'est une menace, c'est un truc vraiment dangereux, les gens en parlent et tout ça. Mais comme dit Cagnard, c'est une espèce de presque légende urbaine. La plupart des gens n'ont jamais vu. C'est un truc, tu vois, qui est une menace qui plane, mais qui est pas si terrorisante que ça finalement. C'est un truc chiant, quoi, je sais pas comment dire, qui est là et avec lequel, bah, comme tout le reste, ils vont devoir vivre, quoi. Ils vont devoir vivre avec ça, quoi. Et puis ce qui nous étonne, nous, en tant que lecteurs, c'est que le miroir de cette société nous renvoie à notre société, dans laquelle on a enlevé toute la partie information. Internet, on n'a plus... Vous n'avez pas arrêté de parler de légendes urbaines, de croyances. Ce monde est fucked up. Tout le monde peut croire à un tas de trucs. Il peut y avoir des gourous dans tous les sens. Il n'y a plus d'informations. Ouais, mais ça, nous, on a Internet et il y a des gens qui croient à tout et n'importe quoi aussi. Aussi. Pardon. Mais c'est vrai que normalement, c'est un des carcans, bah, encore une fois, hyper classique des mondes post-apo. Tu parles de gourou. Évidemment que normalement, tu tombes sur un gourou dans un récit post-apocalyptique. Là, effectivement, t'as vraiment ce côté où les croyances, elles deviennent de plus en plus obscures. Il y a les légendes urbaines qui se rajoutent à ça, plus des monstres, littéralement des monstres qui sont dans cet univers-là. Mais je trouve qu'ils abusent pas trop de ce côté. Ils gardent ça de manière assez légère, même quand tu vois des véritables croyances, comme les héros vont rencontrer une espèce de crew de religieux, on va dire, mais des religieux qui sont crédibles. Comme dit Julie, encore une fois, tu dirais oui, pourquoi pas, ça pourrait exister. Mais en fait, encore une fois, il va pas jouer le jeu de l'ultra vicieux, tu vois, de vraiment montrer les pires penchants humains de la Terre. Il faut que ça soit sale, il faut que ça nous traumatise, il faut qu'on se dise oh, je veux absolument pas arriver dans ce monde-là. Là, c'est comme un petit vernis, quoi. Ouais, c'est comme la partie futuriste dont je parlais tout à l'heure. C'est un peu partout dans le monde, dans la timeline post-apo, c'est vraiment partout que t'as c'est classique de la dystopie qui arrive, tu vois, effectivement, même le moment aussi où il retrouve le docteur et où il a sa petite communauté de gens qu'il a augmenté avec des prothèses et tout machin. Il y a les autres qui sont les gens qui sont pas d'accord avec cette doctrine là et il commence à y avoir vraiment un affrontement idéologique et tu sens que ça peut vraiment partir en couille où les autres vont devenir complètement tarés et ils vont les renverser et tout. Puis même ça, en fait, c'est assez rapidement désamorcé. Très vite, en fait, ils arrivent à se comprendre et tout. Il y a un truc vraiment de la politique qui arrive à l'intérieur de tout ça, quoi. Ouais. Et ça offre, au titre, une vibe globale beaucoup plus solaire, je dirais, qu'une dystopie classique. Anti-Walking Dead. Anti-Walking Dead. Et je me dis, c'est marrant parce que quand tu vois que le titre, c'est un voyage vers le paradis, je trouve ça assez poétique et joli que la vibe soit assez solaire et positive, quoi. Quelque part, il y a un truc aussi. Dans le chemin vers ce paradis qui est lui-même une espèce de paradis que tu dois trouver, quoi. Alors ça, c'est dû au titre qui a été choisi en anglais et donc qu'on utilise en France, mais quand tu parles de titre qu'on connaît maintenant avec l'animé, c'est littéralement vraiment le paradis et l'enfer. Donc le côté du voyage, c'est vrai que c'est intriguant parce que je pense après, que c'est l'enjeu leur voyage, c'est ça, quoi. Clairement, à la fois, tu vois, je trouve que le titre anglais est pas si mal trouvé. Enfin, le titre international est pas si mal trouvé. Non, c'est pour ça. Il est beaucoup mieux, je trouve, que le titre original. Et c'est même dommage qu'il l'ait pas choisi pour l'animé international. Enfin bon, l'animé à l'international, qu'il soit resté sur un titre japonais qui peut éventuellement
faire fuir quelques curieux. Julie, tu voulais revenir toi sur toute cette partie gourou. Oui, parce que quand on avait fait la première émission, donc il y a bien longtemps maintenant, moi j'avais quand même tout de suite relevé qu'il y avait beaucoup de références au shintoïsme, que ça soit dans les noms des personnages, que ça soit les hiruko, en fait c'est aussi inspiré donc d'écrits mythologiques japonais anciens de 700 et quelques, bon bref, et Nihon Shoki, tout ça, ou le Kojiki aussi. Et tout ça est quand même renforcé, je veux dire, à travers au fil des tomes, puisque là, quand on arrive sur les tomes 6, 7, il y a même des symboles religieux qui sont utilisés et qui sont pas forcément associés à la religion. Parce que finalement on connaît très mal tout ce qui a rapport avec le shintoïsme, c'est pas très très exploité même dans le manga, parce qu'il y a eu aussi des dérives qui ont fait que c'est devenu une religion d'État avec la montée de l'impérialisme, et que c'est aussi parfois difficile d'expliquer certains raisonnements qui sont qu'on attribue au shintoïsme. Mais bon, voilà pour cette grosse parenthèse, mais je trouve que en tout cas dans l'histoire, l'idée de la montée des sectes, de l'obscurantisme dans une fiction qui est destinée à un public jeune, c'est assez courageux, parce que c'est pas souvent abordé, et encore une fois, je trouve que l'auteur, il a choisi l'option la plus pragmatique et réaliste. C'est normal que les gens, en période de crise, ils se tournent vers les croyances ou des choses, ils essayent de fabriquer du sens pour essayer de recoller les morceaux et de trouver un sens à leur vie, ou à une vie qui a sans doute volé en éclats à un certain moment, quoi. Mais c'est vrai que cet auteur fait des choix en même temps logiques et en même temps surprenants. Et parfois même des choix de la difficulté à tout moment. Je reviens sur ces avancées scientifiques un peu étranges. À quel moment tu te dis, ok, le transfert de cerveau ou de personnel... Enfin, à quel moment tu te dis, c'est ça une des avancées technologiques auxquelles les gens vont devoir faire attention, et que des mecs vont continuer à travailler même dans l'apocalypse. Enfin, c'est improbable. Ouais, mais à la fois, moi, ce que j'aime bien dans le fait qu'il ait choisi ça, c'est que ça lui offre plein de choses, peu de possibilités pour développer scénaristiquement et même des thématiques et tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il s'embarrasse pas non plus d'expliquer comment c'est arrivé, comment c'est fait. Et ça peut paraître une facilité comme ça, mais en fait, moi, je trouve que c'est clairement l'illustration d'un auteur qui fait confiance à ses lecteurs aussi, qui dit en gros, c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité dans un récit. C'est qu'à partir du moment où t'es pris dans une histoire, t'es attaché avec les persos, ce qui leur arrive, finalement la crédibilité de ce qui est dans l'histoire a plus d'importance, quoi, tant que ça permet de développer des choses scénaristiques. Et là je trouve qu'en fait il se dit voilà, moi j'ai proposé ça, et en plus ça me permet d'offrir vraiment des développements intéressants pour les personnages, donc vous prenez ou vous laissez, mais c'est comme ça, quoi. Ouais, en plus ça fait partie des je finis ma phrase très vite, ça fait partie des points sur lesquels on a envie d'en savoir plus quand même, et sur lesquels on a envie de faire attention à plein de petits détails. Parce que c'est ça aussi, c'est que ce qui est doublement intéressant, c'est que ça permet de faire vachement travailler l'imaginaire de ton lecteur aussi, parce que c'est lui qui va essayer de comprendre comment ça a été développé ou pas, et ça se trouve t'auras la réponse ou tu l'auras pas, mais... Oui, mais en fait, là j'empiète un peu sur le conducteur, mais je pense que c'est aussi pour toutes ces raisons, c'est plutôt que une des choses qui font que ça marche autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses du monde que nous on connaît, du monde actuel, qui l'utilisent vraiment très intelligemment dans son récit. Parce que pour revenir aux histoires de religion, de secte, en ce moment au Japon on n'en parle pas trop, mais il y a quand même un ancien premier ministre qui s'est fait dézinguer parce qu'il avait des connexions avec une secte et que ça a ruiné la vie de certaines personnes, dont une personne en particulier. Une secte coréenne, ça n'a rien à voir, Julie, enfin. En fait si. Mais et je trouve que si tu regardes bien, il y a plein de fondements sur des peurs ou des angoisses ou des problématiques qui ont lieu actuellement dans le monde que nous on connaît. Par exemple, l'histoire de l'avancée scientifique, il y a plein de gens, on sait en ce moment, qui font des travaux sur l'immortalité, le ralentissement du vieillissement, ou tu vois, il y a ce mythe transhumanisme. Du transhumanisme, et je trouve que c'est
c'est bien de l'avoir intégré, mais de façon presque indétectable. Enfin, si tu cogites pas un petit peu, tu t'en rends pas compte et tu absorbes l'histoire avec tes connaissances en fait, ce qui permet une meilleure absorption, une meilleure ingestion. Et pour revenir à toutes ces inspirations, je trouve que que ça soit dans les timelines, donc on va dire celle très lisse et futuriste ou celle un peu cradingue et où c'est vraiment la débrouillardise, c'est les mêmes soucis que le Japon actuel connaît. Donc il y a cette histoire de est-ce que l'humanité va être remplacée par des robots, il y a un problème de dénatalité et donc là la question de d'où viennent les enfants, comment ont-ils été fabriqués ou pas, ça entre en résonance aussi avec ce qui se passe dans leur en tout cas dans une partie de leur inconscient. Et là, après, il y a tout le pan catastrophe naturelle, catastrophe humaine. Enfin, on va pas reparler de Fukushima, mais je pense que c'est quand même assez prégnant encore aujourd'hui. Clairement. Il y a une autre thématique qu'il intègre de manière parfois marrante, parfois discrète, parfois surprenante. C'est tout ce qu'il peut y avoir autour du genre. Ah oui. C'est incroyable comment il l'amène. Je suis à chaque fois surpris. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'à la fois tout ce que vient de dire Julie, c'est très vrai, et en même temps ça rejoint des problématiques très intimes qui sont vachement plus mises en avant aujourd'hui que ça avait pu l'être avant, qui est effectivement la reconnaissance de son identité, certaines personnes qui se reconnaissent pas dans un genre et qui ont été socialement définies comme telles, tu vois. Et là je trouve que le fait que il est admis qu'il y a une technologie qui permet finalement que ton cerveau soit mis dans le corps de quelqu'un d'autre, ça devient une réalité physique pour quelqu'un. C'est-à-dire que il y a vraiment un personnage qui est un garçon qui a été mis dans le corps d'une femme, tu vois. Et donc après, ça pose des questions vachement pertinentes sur effectivement qu'est-ce qui fait ton identité de genre, et même pour aller plus loin, quoi, qu'est-ce qui fait ton identité finalement. Est-ce que c'est qui tu étais avant? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est l'alliance des deux? Est-ce que finalement ton identité elle va pas se transformer parce que ton âme elle est dans le corps d'un autre, tu vois? Et c'est finalement en partant de petites astuces un peu SF de je fais des bidouilles génétiques scientifiques, il offre un récit de divertissement mais super puissant philosophiquement, un peu comme ce que faisait Gunn, tu vois, aussi à l'époque. C'est un peu, il s'inscrit aussi dans cette tradition du récit de SF qui va te faire te poser des questions assez vertigineuses, de dire mais si je me retrouvais dans cette situation, mais comment je réagirais, quoi. Mais j'y vois souvent des clins d'œil à Gunn ou à Ghost in the Shell de temps en temps. C'était un peu les pionniers dans ce genre, bien sûr. de faire ça, mais c'est vrai qu'en plus ça sert à chaque fois le récit, parce que ça offre des scènes poignantes, alors très souvent dramatiques, de temps en temps humoristiques, mais ça offre des scènes dont on se souvient en plus, tous ces éléments-là. Mais ouais, parce que même la relation entre les personnages qui va au bout d'un moment forcément être transformée par cette révélation, le fait que Kiruko elle dise en fait je suis un mec, tu vois, genre est-ce que ça va, toi Maru, est-ce que ça va changer ton point de vue vis-à-vis de moi? Et au bout d'un moment tu vois, ils vont continuer à vivre des trucs, à partager des choses et tout, puis Maru à un moment donné il va se dire mais en fait je sais pas si c'est parce que c'est une fille que je l'aime ou si c'est parce que c'est un garçon qui est dans le corps d'une fille donc je m'entends mieux avec lui. Juste ce que je sais c'est que je t'aime toi, tu vois, et pour ce que tu es, quoi. Donc je trouve ça offre des moments vraiment poignants d'un point de vue dramatique, et en même temps très riche d'un point de vue philosophique. Et en plus comme c'est un adolescent, qu'il est beaucoup plus jeune que Kiruko, sont aussi des sentiments non assurés, c'est-à-dire on sait pas quels sont ces sentiments en plus, c'est une sorte d'amour, mais quel est cet amour en plus, et ça rajoute encore des couches et d'interrogation, et en même temps ça va servir le récit. C'est super, ça offre plein de choses très 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 intéressantes. Mais tu vois cette notion de sexe, de genre qui réussit à implémenter, comme tu dis, de manière assez discrète, pas dans le sens où on s'en rend pas compte, mais le fait d'utiliser la science-fiction pour ça, évidemment, comme dit Robin, en fait, ça te fait admettre, donc même si toi à la base t'es homophobe ou autre chose, là t'as pas le choix, ça te fait admettre une réalité, tu vois, qui est que ces questions-là vont se poser. On te demande pas si t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Ça, c'est l'état de fait. Voilà comment est sa condition. Voilà comment elle devrait survivre. Et je pense que même en termes de SF,
il a des touches qui sont vachement intéressantes parce que c'est toujours des touches. Un auteur classique de SF, il aurait pris cette théorie du genre, tout simplement, et il l'aurait éclaté en 1000 morceaux. Il aurait dit, et voilà, maintenant les êtres humains font ça avec des chiens, les hommes deviennent des phoques, tu vois, il aurait fait un truc complètement barré. Il y en a plein dans la SF, des trucs comme ça. Là, il l'a mis par petites touches. Je vais rebondir exactement là-dessus avec les aspects de science-fiction. Les aspects de pure science-fiction dans ce manga, ils sont tellement discrets. C'est pas la science-fiction de Retour vers le futur. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas d'overboard. Non, mais en vrai, t'as quoi? T'as le gun. T'as le gun. Ouais. Et des robots, mais tu vois, les robots ils sont pas si impressionnants que ça, c'est pas des robots de combat non plus, tu vois, t'as pas de Gundam. Non, ça ressemble à notre aspirateur à la maison, quoi. Et des robots comme ça, je suis sûr que ça existe déjà. En fait, c'est vraiment de la SF intimiste, quoi. C'est-à-dire que même tout est vécu à travers l'intimité des personnages et ce qu'ils vivent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit aussi à l'époque de l'émission, on avait parlé que des 2 premiers tomes, c'est qu'il y avait cette double narration qui permettait d'avoir cette découverte intime des choses à travers deux réalités, deux groupes de personnages, mais finalement, la complémentarité des 2 univers nous faisait apprendre beaucoup de choses, toujours à travers l'intimité des personnages. Eh bien, parlons-en. Double narration, double temporalité. Ça, c'est pas non plus le truc le plus commun du manga. Alors, ça, c'est pas non plus totalement nouveau, hein, on l'a vu dans beaucoup de choses, mais c'est super intéressant dans la manière dont c'est amené. C'est-à-dire qu'on a vraiment 2 histoires. Les gamins à l'école, le duo de personnages en road trip survie post-apocalyptique. On ne sait pas quelles sont les timelines, on nous donne aucune indication et de temps en temps on a des petits détails. Alors effectivement on arrive au tome 6, 7 après tu commences à savoir un petit peu comment ça s'ajoute. Oui, mais voilà, au début tu n'en sais rien et t'es dans une double temporalité qui rend ça encore plus intriguant, quoi. Et puis on n'est pas à temporalité fixe, je veux dire on n'est pas un chapitre là, un chapitre là, c'est au contraire c'est au fil du récit en fait que tu changes de timeline ou de groupe de personnages. Ouais, des fois 2 pages, des fois 4 pages. Des fois plusieurs chapitres d'affilée sur le même focus. Et effectivement pour moi c'est assez rare dans un manga d'avoir une double narration parce que en fait, il faut être vraiment sûr de ton récit pour faire ça parce que tu te compliques vachement la tâche en essayant de créer de l'empathie pour 2 personnages. Si on part du principe que tu fais 2 timelines avec 2 personnages, c'est déjà compliqué qu'il n'y ait pas de préférence d'un côté ou de l'autre. Mais là, lui, il a dit, moi, je vais faire encore plus compliqué. Je vais faire 2 groupes de personnages. J'étais là, mais attends, tu n'es pas dans Captain Tsubasa, ne rajoute pas des personnages comme ça. Mais je trouve ça vraiment Dans l'école où ils sont genre 30 ou 40. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et je trouve ça vraiment osé de partir avec une double narration qui est en elle-même le mystère principal du manga. Je trouve ça assez génial. Ouais, et en plus, moi je trouve ça d'autant plus chouette que ça te permet vraiment d'explorer le monde en 2 temps, quoi. Parce qu'en gros, c'est ce que je disais juste avant, c'est le fait que c'est toujours par les personnages qu'on voit les choses du manga. En fait, on n'a jamais plus d'informations que les personnages. Finalement, tout ce qu'on voit, c'est des choses qui nous apprennent. Il n'y a pas de narrateur omniscient, etc. Et donc, c'est comme si on avait une double exploration parce qu'on est avec eux et on découvre les choses petit à petit. Et ça crée vraiment une dynamique de lecture super originale. Et vraiment, c'est ce que disait aussi Cagnard, c'est que ce qui est vachement appréciable, c'est que l'alternance, elle semble jamais forcée ou mécanique. Tu vois, genre, souvent les doubles narrations, c'est effectivement un chapitre, puis un chapitre, puis un chapitre, machin. Et puis tu vas en aimer un plus que l'autre. Et ça va devenir et effectivement, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que tu vois, genre par exemple, le Seigneur des Anneaux, on sait tous qu'on préfère quand c'est Aragorn et Legolas et tout que quand c'est Frodon et Sam, tu vois. Et là, dans ce récit-là, non, je trouve que ça change et tu dis. Ah oui tiens, on en était où déjà là, et puis tu suis les 2 et franchement moi je trouve je prends vraiment un plaisir égal sur les deux timelines et c'est vraiment ça, c'est assez rare aussi, quoi. Bah moi je trouve que les transitions d'une période à l'autre elles sont toujours réussies parce que limite tu les vois pas. Ouais, et il y a une espèce de parfois il reprend le même mot et va rebondir sur un mot. Il y a des vrais effets de montage quelque part. Ou bien un même lieu ou un détail. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, là, on parlait depuis tout à l'heure des 2 timelines et je pouvais pas m'empêcher de penser à ces schémas de l'ADN qui te montrent les 2 chaînes de chromosomes qui s'entrelacent, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que tu peux pas retirer l'une sans détruire l'ensemble du truc. Non, et puis l'une donne des informations sur l'autre aussi. Voilà. Mais je sais pas, il y a quelque chose, je pense. Enfin, en tout cas, tout ce qui, en tant que lecteur, t'es jamais perdu très longtemps. C'est ça aussi qui est super agréable. C'est, tout à l'heure, tu disais, il fait confiance à ses lecteurs, mais toi aussi, t'es vraiment confort, quoi. Enfin, je sais pas, je suis jamais senti
comment dire, dans une espèce de relation conflictuelle avec l'auteur. C'est bien, Julie. Ben... T'as fait des gros progrès. Oui, hein, t'as vu ça? Mais tu sais, moi je suis quelqu'un qui de temps en temps écrit machin. Donc j'ai le doute en moi toujours. J'ai besoin de douter, j'aime douter. Les journalistes. C'est important de douter. Et donc au début du manga, j'ai voulu douter. Et pour la petite histoire, j'ai essayé de repérer des petits détails, des tout petits points de détail dans le manga, notamment au début. Donc quand tu parlais de course de karting, ils sont dans un quartier du Japon qui s'appelle Asakusa, et il y a des pancartes, et donc j'ai vérifié si ces pancartes correspondaient bien à des choses. Tu es donc ces personnes-là qui font ça quand ils lisent le fact-checking. Ouais, là où moi je découvre que ces personnes-là existent, je suis vraiment inquiet. Et effectivement, moi, à un moment donné, il cartes, passe devant un restaurant, et ce restaurant existe bien, c'est vraiment la même rue. Je suis allé vérifier sur Google Maps et tout. Oh là là. Je suis allé au bout des choses quand même, faut pas déconner. Putain, l'angoisse. On enregistre avec lui depuis combien de temps? Je sais pas. Et tout est vrai. En fait, il est vraiment parti de rue de Tokyo, par exemple, pour cette scène qu'il a totalement détruit, et il a refait les bâtiments détruits, mais ce sont des vraies rues qui existent, qui ont été construites comme ça, et ainsi de suite. Enfin, c'est après peut-être qu'il se fait plaisir aussi comme ça, parce bien qu'il sûr. se dit il aime bien ce quartier là, et il se dit le détruire c'est cool aussi, ça lui donne non mais tu sais ça lui donne c'est chez lui et tout. Après moi je trouve que c'est vrai qu'il a une attention portée au décor qui est géniale. On va en parler si on évoque un peu le dessin animé, mais tout de suite les décors ils sont déjà presque une entité à part entière, quoi. Ouais, la composition des images sur l'animé vaut largement celle du manga. On a parlé de l'univers qui compose cet univers sont plusieurs personnages. On va en retenir quelques-uns. Il y a bien sûr Maru et Kiruko qui sont le duo frangin-frangine, mais pas que, ou qui ont une relation qui n'est pas forcément facile à décrire. Professionnel. Non, c'est assez inédit comme relation dans un duo, parce que toi t'as un peu tendance à te dire que c'est eux les personnages principaux du manga, parce que à un moment il faut que tu retombes un peu sur tes appuis aussi. Et on va dire que je mets plus une pièce sur eux en disant que c'est les héros, mais en même temps c'est des héros qui sont déformés, retournés. C'est leur attends, finalement c'est un homme. Mais finalement je suis amoureux de toi. Mais attendez, vous êtes partenaire de taf. Mais non, mais même pas, normalement c'est toi qui l'as payé pour qu'elle fasse quelque chose. Oui, c'est ça, c'est que même elle c'est censé être le garde du corps de l'autre, mais lui il se révèle assez rapidement plus balèze qu'elle en termes d'arts martiaux et tout. Mais bon, elle a le fameux gun qui lui donne un truc, mais effectivement leur relation est assez intéressante parce qu'elle est assez originale, quoi. C'est ça aussi, de toute façon on va beaucoup le dire dans l'émission, mais c'est ce qui nous a plu je pense dans ce titre là, c'est qu'il est très original, et je pense que même la relation entre les deux personnages principaux est assez originale aussi. Il y a ce personnage de Tokyo dans la partie école. Alors déjà c'est un prénom, nous c'est marrant parce que comme on le prononce, on a envie de dire Tokyo comme la capitale du Japon, mais non. Mais voilà, Julie a un couteau à la main. Je n'ai pas de couteau à la main, mais ce n'est pas le même mot. C'est pas le même mot exactement, mais c'est une prononciation proche. Oui. Voisine, et c'est surtout un nom qu'on retient par rapport à d'autres noms parmi tous les enfants, avec un nom aussi proche de celui de la capitale du Japon. On a envie de le retenir, et surtout que c'est un personnage à qui il arrive beaucoup de choses et qui est assez central dans les enfants, même si on le voit peu. Ouais, mais à un moment moi je sais pas, j'aimais bien guetter ses apparitions, parce que finalement elle est on sait pas. Enfin bref, le personnage est quand même très vite très central, quoi. Puis un personnage qu'on retient aussi très vite, c'est parce qu'il s'appelle Robin. Ça oui, évidemment. Robin du coup. Il y a une erreur sur ma fiche. Il y a écrit Griffith. C'est bizarre. Non, c'est Spike. Moi ça. C'était ça son nom. Robin, ce personnage aussi que Kiruko recherche. Qui a croisé son chemin, qui est un personnage très étrange, en même temps scientifique, en même temps grand frère peut-être. En tout cas, il a ce statut très particulier dans les mangas. C'est ce fameux personnage, c'est un peu le Jin de Hunter, c'est le personnage quête, tu vois. Donc il a toujours une espèce de
statut très particulier qui est que toi-même en tant que lecteur tu fantasmes beaucoup de choses sur lui parce que tu le connais pas vraiment. Bon, il y a eu quelques flashbacks et tout, donc tu l'as vu un petit peu, mais globalement tu le connais pas quoi avant de le découvrir quoi. Donc ça offre beaucoup de choses que tu vas pouvoir imaginer toi-même en tant que lecteur jusqu'au moment où tu vas le rencontrer quoi. Ouais, le réveil fait mal. Bah oui, mais du coup c'est d'autant plus intéressant aussi quoi. Et puis il y a les enfants, tous les enfants. Oui. Il y en a beaucoup. Ouais. C'est vrai que parce qu'en plus ils arrivent par génération et au bout d'un moment ça fait beaucoup de gens à retenir. Beaucoup de noms. Alors tu retiens la petite avec les lunettes de soleil parce qu'il y a un chara design trop cool. Heureusement ils ont des chara design vachement différents les uns des autres, donc moi je me repère plus au visuel qu'au nom pour le moment. Ça devient très vite comme dans My Hero Academia où ils ont tous des surnoms par rapport au design qu'ils ont pour moi. Il y a Mine Grenouille qui saute partout pour moi. C'est bien, elle est dans les deux récits. Elle a une tête de grenouille. C'est pratique. Je l'appelle comme ça, mais tu vois, genre vraiment la gamine crapaud. Oui, voilà. La fille avec les oreilles. La fille avec les oreilles, ouais. Qui fait la divination, tout celui ça. qui dessine. Ouais. Celui qui dessine. C'est pas mal. Tous, voilà, oui, c'est comme ça que tu les appelles. Bah oui, voilà, exactement. Bigou. Et des noms qui en plus ont tous des liens avec des éléments. Des divinités, surtout du panthéon shinto. On va en reparler. Et puis il y a donc les Hiroko, des monstres. Ah bah alors là, pour le coup, mais zéro. C'est le truc sur lequel il a décidé de pas s'intéresser, de pas s'appuyer, mais rien. J'ai rien à te dire sur Hiroko, j'en ai rien à foutre, l'auteur on a rien à foutre de toute façon. Donc on va rien dire sur Hiroko. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais si, mais tu vois ça, moi c'est un truc que j'ai trouvé vachement bien, c'est un truc, je sais pas si vous avez lu, c'est un roman de SF qui s'appelle Stalker, qui est adapté au cinéma, un roman russe de SF, et le principe c'est que t'es dans une zone où il y a des menaces, des choses, des espèces de de manifestations un peu fantastiques, et c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que tu sais que c'est dangereux mais tu sais pas ce que c'est, et l'auteur il va jamais t'expliquer ce que ça va être dans tout le bouquin, et je trouve que ça les rend encore plus dangereux et terrifiants parce qu'il y a ce truc comme les aberrations moi j'avoue que ça me les rend moins dangereux parce que je les trouve un peu lambda. Après je trouve qu'ils ont un super chara design par contre. Oui, c'est ça, mais après moi je trouve que c'est hyper difficile d'en parler là parce que finalement c'est une bannière qui réunit trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses à en dire. Il y a trop d'éléments dans ce manga, t'en viens à oublier les Hiroko. Ah oui, il y a des monstres, c'est vrai, je vous ai pas dit. Et finalement, c'est dans les premiers tomes qu'on va le plus les voir. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais après, ça change beaucoup. Je pensais qu'on allait faire un monstre par semaine, tu vois, le système du un monstre par tome, mais en fait, pas du tout. Et tant mieux. Et en plus, on n'a aucune caractéristique quoi, entre le premier et le dernier qu'on a vu dans le 8, il n'y a rien à voir. Je sais pas, il y a une promesse de bestiaire, quoi, assez. Même à un moment donné, il y en a un, il est gigantesque. Tu te disais, pour moi, ils étaient tous à taille plus ou moins. Moi, je vais être honnête, j'attends le premier qui sera semi-humain. Parce que pour moi, c'est toujours un stade. Tu sais, quand c'est des monstres, comme dans Bleach par exemple, au début, c'est des holos, mais après, t'as ceux qui sont un peu plus humains. T'as pas vu le dernier. Si tu l'as. Le quoi lu. T'as pas vu. Mais tu me parles de quoi? De Bleach. Ah bah si, je l'ai lu jusqu'à la fin. Tu l'as lu jusqu'à la fin, donc ça va. Donc ça va, je peux rester? T'as le droit, ça va, ok. On est sur un manga, on l'a dit, de science-fiction, plutôt post-apocalyptique. On a fait appel à Ghost in the Shell, on a fait appel à plein de choses comme ça. On est dans un magazine qui s'appelle le Monthly Afternoon, c'est un magazine seinen. Malgré tout, c'est pas parce que c'est dans un magazine seinen que c'est obligatoirement un manga très dur pour adultes, parce qu'il y a des magazines pour seinen qu'on peut lire dès 14 ans, il y a aucun souci. Ouais, les histoires de petits chats, tout ça. Notamment, effectivement, Chi est du seinen. Mais sur ce titre, comment nous on le positionne en tant que lecteur parisiano-occidentalo-centré. Parisiano-centré, ouais. Ce qui est marrant, c'est que moi, à l'époque, on avait fait l'émission au début, là, j'avais théorisé comme quoi c'était un manga young adulte parce que je trouvais qu'il avait ce positionnement un peu étrange, qui est dessin seinen, magazine seinen, mais récit initiatique et enjeux très coming of age qui vont plutôt être du shonen, on va dire. Et donc pour moi on était à la frontière de ces deux trucs, donc c'était le positionnement que j'avais donné, c'était ma théorie, on peut dire entre guillemets, sur le titre que j'avais. Et tu vois, même cette théorie elle s'est révélée fausse parce que plus on lit le titre, moins j'ai l'impression de me rendre compte à qui il s'adresse, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à fonctionner, mais c'est peut-être aussi pour ça que nous on le trouve génial, quoi. Donc c'est son côté inclassable, quoi. Ouais, moi en fait je lui
porte beaucoup de vertus. Hein. J'attribue beaucoup de mérite à cet auteur. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou son éditeur, ou les deux en même temps, hein, mais je trouve qu'il y a une espèce de jeu sur une certaine infantilisation du lectorat. Parce que le fait de catégoriser, de dire ça c'est pour tel âge, ça c'est pour tel segment, etc., finalement, ils ont... On dirait, en tout cas à mon avis, décider de passer par-dessus et dire on s'en fout. Enfin, je dessine l'histoire parce que je veux qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Donc, c'est pas des dessins très compliqués, on va dire. Mais à côté de ça, les sujets abordés, les façons dont il tisse son histoire, il faut être quand même un minimum adulte pour vraiment saisir le maximum d'intérêt dans son récit. Donc, je trouve qu'il y a un peu un pied de nez de dire... et puis, moi, je pense aussi que j'attribue ça au fait que la société japonaise actuelle est tellement encadrante que, si t'es adulte, tu fais ça. Si t'es jeune adulte, on attend ça de toi. Et là, c'est un peu de dire, ils ont envie de faire... s'ils ont envie de lire notre histoire, qu'ils la lisent, quoi. Et puis, voilà, basta. Ouais, c'est plus une question de maturité de lecteur que d'âge. Oui. En fait, je le vois plus comme ça, en tout cas, ce récit-là. Et en plus, quand tu parles d'encadrement, c'est marrant parce que même graphiquement, les personnages sont souvent encadrés. Oui. Pas forcément dans les cases, mais en plus par les décors qui sont très beaux. Il faut savoir aussi, c'est que c'est un manga qui nous fait voyager, où les personnages sont toujours, encore et encore en train de se déplacer. Ils ne s'arrêtent jamais, si ce n'est qu'une seule nuit quelque part, et encore ça se passe toujours mal quand ils s'arrêtent quelque part en plus. C'est vrai qu'il y a un élément qui est très important dans Journey Beyond Heaven, c'est vraiment le road trip pour le coup. Et ce qui est marrant, c'est que plus j'ai avancé dans le manga, et plus je me disais, ça me donne un peu l'impression de voir Luffy de One Piece, qui va vraiment d'île en île et qui vient aider la population. Et tu remarqueras, à chaque fois, ils ont ce réflexe de dire nous sommes des chasseurs de monstres, nous pouvons vous aider. Alors, il y a moyennant finance, hein, évidemment, à chaque fois, mais il y a vraiment ce truc de on veut aider. Et je trouve que ça aussi, ça à mettre en parallèle avec ce qui se passe dans l'institut, parce qu'on a d'un côté un road trip, donc des jeunes qui vont de l'avant, qui voyagent, qui vont rencontrer gens, et tu vois qu'au final, on se rend compte que les gens sont plutôt généreux, s'entraident, et de l'autre côté, t'as vraiment l'immobilisme. Ils sont enfermés dans un institut, les adultes on sait pas trop ce qu'on leur a foutu, et moi j'y vois une petite forme de comparaison, tu vois, de lutter contre l'immobilisme. Au contraire, aller sur les routes et parcourir la végétation et rencontrer des Tokyoïdes bizarres. Il y a plein de signes comme ça à droite à gauche, parce que du coup tu parles de One Piece, et effectivement on a beaucoup d'humour malgré tout, malgré ce ton un peu lourd, parce qu'on est quand même dans un monde post-apocalyptique. On a de la dramaturgie parce que il se passe des choses entre les différents personnages et les personnes qu'ils rencontrent qui est assez importante. On a de l'action parce qu'il y a des monstres, parce qu'il y a de la baston. On a de la découverte parce qu'on est sur des mystères un petit peu partout, et on a une intrigue principale avec cette recherche du paradis. Ça fait quand même un combo de ouf, quoi. Ouais, et puis moi ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'effectivement au milieu de tout ça il y a l'humour. Alors c'est un manga, on a dit, qui est quand même pour un lectorat de jeunes adultes, on va dire, donc ça fait aussi partie des codes du manga. L'humour, c'est toujours un peu là pour désamorcer des situations, pour créer du rythme et tout. Mais là, moi, ce que j'aime bien, c'est que l'humour, il est surtout incarné par la relation entre Maru et Kiruko, et il sert à marquer leur évolution. Il n'est pas gratuit, quoi. Il est toujours au service d'une interaction de personnages, et le fait qu'on va aussi les voir évoluer à travers ça, quoi. Et en même temps, c'est marrant, ça fonctionne. Il y a des punchlines, des situations, puis du comique de plein de genres différents. Tu vois, du comique de situation, du comique de jeux de mots. Alors après, ça va être dur à traduire, mais bref, il y a plein de choses, plein de mécanismes d'humour qui fonctionnent, mais qui est surtout centré sur la relation entre eux. Et moi, ça m'a un peu rappelé la dynamique qu'il y a dans Dandadan entre les deux personnages, quoi. Il y a un truc assez familier entre Journey et Dandadan, dans ce truc de on découvre aussi les personnages en se marrant avec eux et en se marrant des quiproquos qu'ils ont entre eux, quoi. Ça marche bien entre eux, ça mitraille entre eux, je trouve ça. Et l'humour vient pas uniquement d'eux. Et du coup, c'est même surprenant quand, par exemple, on va dans l'institut et qu'on voit qu'aussi il y a de l'humour au niveau des scientifiques. Mais c'est pas tout à fait le même. C'est pas le même ressort. Et moi qui suis très difficile avec l'humour dans les mangas, parce que c'est souvent du fan service ou de la référence répétitive. Là, pour le coup, franchement, je me marre bien en le lisant, quoi. Mais c'est marrant que tu parles de Dandadan, parce que du coup, qui est un shonen,
Alors sur Manga Plus, donc qui est peut-être sur un public légèrement plus âgé que ce qu'on a dans le Jump habituellement, mais où il est question énormément de sexualité entre les deux personnages, et la sexualité dans Journey Beyond Heaven, elle est aussi super présente, quoi. Ah ouais, moi j'avais dit, dès la première émission, tu m'avais dit mais non, mais pourquoi Julie, tu as l'esprit mal tourné, mais non, pas du tout. En fait, non, je trouve que c'est une thématique quand même très présente, et moi j'avais noté que c'était surtout le symbole de la reproduction, parce qu'il y avait quand même beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants, et au fur et à mesure des tomes, t'as toujours une femme qui accouche ou qui est sur le point d'accoucher. Et des enfants d'enfants. Et voilà, et je me dis, bon, c'est quand même quelque chose qui travaille beaucoup, ou sur lequel il a envie qu'on se pose des questions. Et je trouve que, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt dans la conversation, la question des genres, là, elle est essentielle. Et c'est aussi lié à tout ce qu'il y a de mythologique dans le fond du récit, puisque le Kojiki et le Nihonshoki, c'est la création, enfin les mythes de la création du Japon par les dieux, qui étaient des dieux sexués. Il y avait des dieux masculins, des dieux féminins. Donc là, tout de suite, on voit qu'il y a quand même une espèce de maelstrom de plein de thématiques qui se rejoignent. Et pour une fois, encore une fois, que je retombe sur mes pattes, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce mangaka est encore une fois très, très attentif à ce qui se passe dans la société actuelle. Parce que il est aussi très très à la pointe de représenter des personnes qui ne correspondent pas à une sexualité, on va dire, binaire, qui ont des questions sur la transsexualité, la transidentité. Et il y a aussi, faut pas oublier, en ce moment, beaucoup de mouvements politiques au Japon qui essayent de faire bouger les choses, parce qu'on voit dans les sondages que les opinions publiques sont très favorables à une plus grande acceptation des droits pour les personnes qui veulent se marier, qui sont du même sexe, etc. Chose qui, au niveau de la politique, des politiciens, paraît être complètement inatteignable. Enfin, et moi je trouve que encore une fois c'est un auteur qui vraiment essaye d'être en prise avec son lectorat, avec les gens à qui il s'adresse. Et là où il est vraiment très intelligent, c'est que ça il le fait parce que là on est vraiment sur des causes qui sont défendues idéologiquement, politiquement, etc., avec vraiment de la conflictualité et tout, mais lui il te fait amener toutes ces thématiques là à travers l'intime, à travers les personnages, et à travers ce que disait Cagnard, le fait que t'as pas le choix, t'es lecteur en fait, tu dois accepter cette réalité, quand bien même t'es pas d'accord avec le fait qu'il y ait des gens qui ont décidé de faire de leur corps ce qu'ils voulaient, ou ce qu'ils sentaient, ce en quoi ils se sentaient le plus en phase. Là, dans ce récit-là, t'as pas le choix de faire tu dois suivre ce personnage, et ce personnage-là, il vit cette réalité, donc tu dois l'accepter, quoi. Et ça, c'est vraiment intelligent, je trouve. C'est marrant de voir cet auteur quand même, Ishiguro, qui vient de l'humour, qui vient du young coma, qui vient de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce récit, qui prend autant de risques pour annoncer autant de choses et discuter d'autant de choses, de partir sur des mystères, des doubles timelines. Enfin, le mec se met des bâtons. C'est pas simplifié. Le mec se met des bâtons dans les roues tout le temps, tu vois, même politiquement, même les thématiques même en termes de ouais, c'est ça, c'est fou. Il y a du niveau, quoi. Enfin, il se donne, effectivement, il choisit pas du tout la facilité, et je trouve que c'est terrible parce que ça rebondit sur l'aspect marketing du livre. Comment tu fais pour travailler un titre pareil, pour lui donner de la visibilité autrement que en disant c'est de la SF, mais finalement ça parle de choses très actuelles. Enfin, je sais pas. À tel point qu'on arrive à un animé avec, malgré tout, une boîte de prod qui s'appelle Production IG, qui avait travaillé sur, par exemple, les premières saisons de l'Attaque des Titans, qui a eu beaucoup de succès, qu'on fait même des trucs comme genre Kuroko's Basket et tout, mais avec Q après, mais qu'on eu du succès dans l'ensemble, et qui arrivent à avoir des artistes qui sont extrêmement reconnus, compétents, pour faire un animé qui, en tout cas pour le premier épisode qu'on a pu voir, est beau en plus, et qui se lance dans des choses, et je me demande jusqu'à quel point ils vont prendre les mêmes risques que l'auteur. Mais en fait je pense que l'auteur il fédère par sa capacité à prendre des risques, et du coup il va fédérer justement le milieu, tu vois, les gens qui vont comprendre sa démarche, et effectivement ça va pas forcément être le grand public, parce que même on le voit avec
l'accueil du titre en France, tu vois. Clairement, c'est pas un titre qui marche. Il galère, alors que vraiment. Après, comme vous dites, l'auteur met beaucoup de bâtons dans les roues parce que visuellement et tout. Mais je pense que ce qui explique qu'il arrive finalement à avoir un animé de cette qualité-là pour un titre aussi galère, c'est qu'en fait. Il a été capable de convaincre ses pairs, tu vois. Et du coup, je pense que t'as un réalisateur, un mec d'animé qui a dit non mais cette œuvre-là, elle est géniale. Il faut absolument que les gens la connaissent, tu vois. Et si tu veux la faire connaître, il faut passer par ces canaux-là qui sont incontournables au manga, quoi. Ouais, mais tu sais, t'aurais pu te dire la même chose pour Promise Neverland et ça a pas du tout marché, tu vois. Et finalement, il y avait pas le budget en face, il y avait pas les staff en face. Il est plus calibré, quoi. Ouais, il est c'est plus ça. calibré, c'est sûr. Ouais, c'est exactement ça. Le mot, c'est calibrage. Lui, il a tout déséquilibré. Il a vraiment fait en sorte de faire un récit pas sexy. Le récit est pas sexy du tout. Les couvertures du manga ne sont pas sexy. C'est le pitch. Regardez, est-ce qu'on a essayé de pitcher ce manga ? Non, parce que le pitch, Maxime a essayé au début. Il a fait un résumé, mais c'est le genre de manga où franchement pitcher ça sert à rien. Déjà tu vas pitcher deux histoires en même temps. C'est terrible à dire, mais il faut vraiment que les gens le lisent pour comprendre pourquoi c'est génial, et il y a que comme ça, quoi. Et quand tu prends tous ces éléments là différents déjà qui sont des raisons pour qu'un manga ne fonctionne pas normalement, effectivement tu peux te dire putain mais c'est vraiment un manga qui a décidé de miser tout sur le risque. Déjà un manga, il doit pas se dire ouais mon histoire elle est dure à résumer. Si normalement il doit se le dire, je pense. Arrivé à ce niveau il doit se le dire, mais je trouve ça assez dingue de rajouter encore là-dessus une couche de mystère. Oui, on va miser sur le mystère à 200%, puisque de toute façon quand tu termines le tome 1, tu comprends pas ce qui se passe. Et je peux vous dire que quand on arrive au tome 8, on comprend toujours pas ce qui se passe. On a quelques petits éléments en plus. Mais effectivement, pour des lecteurs comme nous, je pense que c'est du pain béni. Parce que moi, il peut me tenir sur 20, 30 tomes comme ça, sans jamais me raconter. Limite, j'ai peur de la résolution. J'ai peur de la résolution parce que je prends la série Lost en exemple. J'allais dire c'est l'effet Lost. Alors que moi j'adore cette série, mais j'ai vu la déception que fait les gens quand il y a eu la fin et les explications. Faut toujours se méfier des explications et donc toujours se méfier de ce que le lecteur veut. Eh bien je vous propose là, si vous n'avez pas lu jusqu'au tome 7, d'éteindre cette émission. On se dit à la semaine prochaine, on va parler de Evol, super manga de Atsushi Kaneko. Et si vous avez lu jusqu'au tome 7, restez avec nous encore 5-10 minutes. On papote. Nous, on va papoter encore un tout petit peu. Nous, alors, autant vous le dire, on a déjà lu le tome 8. Ouais, on est à jour. Et Che, comme ça. Nous, on l'a lu. Je voulais dire Che. C'est comment on dit Che. Je sais pas comment on dit. Che Guevara tous les gars. Voilà, à la semaine prochaine. C'est exactement ce que je voulais dire. Nous, on a lu le tome 8, vous non, vous allez le lire dans un mois, mais non. Mais malgré tout, non, parce que du coup, si on va on va le relire. Oui, on va le relire à l'arrivée du tome 9, mais le tome 9, il va pas arriver avant un an. Bref, comment vous dire, on a des réponses. Ah oui. Ouais. Ça y est, là en fait on a enfin des réponses. On est surtout heureux de voir les mômes sortir dans le dehors du dehors, quoi. Mais ça déjà, le tome 7 oui, je parle du tome 7 là. C'est pas un truc de ouf à quel point c'est une véritable entreprise de démolition du cool, ce manga. Vraiment, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Je veux dire, même les révélations, est-ce que vous avez senti ça comme une révélation ? Ah grave. Ah, moi j'ai pas sorti ça comme une révélation, hein. C'était vraiment c'est un élément de background que je vous rajoute. Ah d'accord, ok, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais ouais. Et même ça, il en fait pas des moments, tu vois. Quand je pense à Mystère et Révélation, je pense à l'Attaque des Titans. Qui, lui, Isayama, il a réussi à monter les trucs en épingle pour à chaque fois une révélation, c'était un truc de dingue. Ouais, mais fallait lire les arrière-plans, là, il y en a pas. Oui, si, là, il y en a en plus. Mais là, je les ai pas sentis venir, les révélations. En fait, et c'est marrant parce qu'on parlait de Lost juste avant, et Lost avait ce truc-là aussi de jamais vraiment offrir des big twists ou des big révélations. C'était, en fait, les moments de climax dans l'intrigue étaient toujours justement dédié à des découvertes de nouveaux mystères, tu vois. En fait, c'est pas du tout la même dynamique, c'est que c'est pas un truc de twist de révélation, c'est un truc de twist de un nouveau truc que je comprends pas, c'est quoi. Et donc qui amène une autre question. Et Journey a vraiment cette mécanique là, et ce qui fait qu'en plus finalement la vraie révélation, on peut dire, même si on l'avait vu venir quand même, c'est que oui, effectivement, on n'est pas sur les mêmes temporalités entre les deux récits, et on a bien compris que mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. En fait, non, on sait pas encore. On sait pas encore. Mais en tout cas, on a capté que l'histoire des enfants allait avant l'autre, quoi. Et globalement, ça, tu l'as vu.
ça pour le coup pour moi c'était un peu un problème de la trad, c'est qu'à un moment donné il y a un petit élément de mystère qui est que quand il y a le bébé que Tokyo, les deux bébés de Tokyo qui est cloné machin, ça c'est marrant d'ailleurs ce truc de il y a eu l'accident et du coup les deux bébés ont été mélangés, tu sais, ça fait vraiment presque vaudeville, genre oh il y a deux bébés, je sais plus lequel. C'est les groseilles et les machins, voilà. Et du coup ils décident de pour les reconnaître de faire un rond, de dessiner un rond sur le pied. Et là problème de trad pour moi, c'est genre grosse note de bas de page, rond se dit Maru en japonais. Ah merci. Oui, mais ça c'est évident. Enfin, tu vois, pour le peu de cours de japonais que j'ai fait, c'est un des premiers trucs que j'ai appris. C'est Maru, c'est ok, c'est bon. Mais je sais pas, pour moi c'était quand même plus subtil que. Enfin, vraiment, genre là, c'est comme si à la limite ils auraient carrément dû écrire Maru sur le pied du gars, quoi, pour qu'on. Parce que entre parenthèses, c'est le héros du manga. Non, mais je me dis, tu vois, là il y a un truc, et ça pour le coup, je sais plus à quel tome ça arrive. Ce truc là, tome 5 peut-être ou 6, je me souviens plus très bien. Oui. Bon, bref, c'est un truc qu'on a vu avant le set, donc au final c'est pour rejoindre ce que disait Cagnard sur le fait que finalement le dehors du dehors, quand les gamins sortent, il y a un côté un peu pas de twist, donc pas de déception en fait, parce que finalement ça arrive dans une fluidité c'est très fluide, et il n'y a pas un côté genre je sais qu'au moment de l'émission, pareil sur le tome 1 et 2, on avait parlé de Labyrinthe, la saga de Maze roman, Runner, là. Et Labyrinthe, clairement il y avait cet écueil là, quoi. C'était que le récit était trop bien jusqu'au moment où ils sortent, et quand ils sortent ça devient chiant parce qu'en fait l'extérieur c'est pas très intéressant. Et là justement tout ça est désamorcé par le fait que ça a été amené de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins artificielle que juste un twist de c'est ça l'extérieur. Alors en fait. c'est un truc que j'ai pas eu le temps de vérifier encore, mais je me demande si le Maru du bébé en termes de timeline correspond à l'âge du Maru de la timeline de Maru. Oui, mais je sais pas, ça se trouve même ça c'est un faux indice, tu vois, mais en soi on a quand même capté après par d'autres trucs, effectivement. Et ressemble un peu à Tokyo en plus. Oui, effectivement. voilà. Et il a un peu la même tête. Mais ça on se le dit depuis le début qu'ils ont un peu la même tête avec Tokyo. Et d'ailleurs c'est le premier truc qu'on lui dit, c'est quelqu'un à l'extérieur, ça ressemble comme deux gouttes d'eau, etc. Mais moi je sais pas, en fait c'est ça qui me plaît beaucoup vraiment dans cette série, c'est que en fait il y a pas de vrai accro, comment dire, tout se passe bien. On est enfin genre ils cherchent pas à te mettre des pains dans la gueule, quoi. Là, les amateurs de claques. Je sais qu'il y en a ici. Justement, je vais rebondir là-dessus. Attention, c'est pas un récit qui est doux non plus. Parce qu'il y a eu des moments, le moment du viol et tout. La je scène m'attendais avec pas à cette violence. La scène avec Robin, elle te met un coup de poing dans le bide. On se calme, on parle pas de moi. Non, Robin, on a dit Robin. Avec Robin, elle te met un coup de poing dans le bide. Tu sais, t'as un moment donné où tu fais une pause dans la lecture. T'as deux choix en fait. Soit tu fais une pause dans la lecture pour digérer. Soit tu passes très vite. Tu passes les pages là. Moi j'étais en mode coupe la caméra. J'ai pas besoin d'en voir plus là. Ah non, mais tu parles en plus. Mais arrête de dire des choses horribles, tu vois, vraiment dans ce moment-là. Et finalement t'en vois pas tant que ça. Mais c'est tellement bien. Enfin, je trouve cette partie bien écrit dans la psychologie des personnages. Je m'en serais peut-être passé à titre personnel, mais c'est pas agréable comme scène évidemment, mais en même temps dans le récit elle m'a laissé très perplexe. Parce que ça, c'est ce que je disais aussi, c'est que finalement ce personnage de Robin, tu l'as vu, enfin tu l'as imaginé, tu l'as fantasmé, t'as imaginé plein de choses sur ce personnage là, parce que c'est un personnage quête, et là il te le casse complètement. C'est un personnage quéquette. Et c'est vrai que on s'attendait pas forcément à moi honnêtement à titre personnel je m'attendais à être déçu par le personnage, parce que je sais il y avait trop d'attentes. Non, mais je sais que ce genre de mécanisme scénaristique ça amène à ça, donc c'est un truc que j'attendais. C'était 50-50. Mais à ce point-là, tu vois, et que même pour elle, ce soit aussi violent, parce que elle-même l'idéalisait complètement. Et puis en plus, il y a cette espèce de truc hyper pervers de. Non, mais tu sais même pas si c'est elle qui viole ou si c'est le gamin mec qui est à l'intérieur d'elle. Enfin, il y a vraiment. il y a ça, tu vois, avec le miroir, tout ce truc très pervers. Et c'est comme ça que le personnage s'en sort et surpasse la chose.
Oui, voilà, mais en se disant écoute, ça c'était mon corps, enfin voilà, peu importe. Bah, la et dissociation. peut-être que ça décrit une réalité des gens qui sont victimes de ce genre de violence, tu vois. Et tout Bien ça, sûr. encore une fois, c'est très intelligemment fait. Et ça offre à la fois un moment très marquant dramatiquement et en même temps, comment dire, très puissant aussi. Mais moi, tu vois, je pense que j'avais oublié, tu vois. Je mais- l'avais vraiment remis dans Tu l'avais mis de l'arrière. côté, ouais. Non, mais il y a des scènes dures. Ouais. Et justement, les scènes dures, elles sont d'autant plus difficiles à appréhender que le ton du manga n'est pas dur. Le ton est plutôt neutre, voire un peu positif. Et du coup, quand tu tombes sur cette scène-là, et il y a 2-3 autres scènes comme ça qui sont assez difficiles, bah, toi, t'es déboussolé. En tant que lecteur, t'es déboussolé parce que, limite, tu vois, au moment de la séquence de viol, je m'attendais à un twist. Tu vois, encore une fois, je m'attendais à un twist que en fait c'était pas lui, que quelqu'un avait pris son esprit ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais non, tu restes dans cette merde là. On t'a mis une situation horrible et dure à tenir. Et tu restes dedans, du coup, ça donne vraiment, tu sais, ça rythme le récit bizarrement, tu vois, ça le rythme par des moments de crise. Et ça nous dit aussi que Kiruko doit continuer de vivre avec ça, tout en continuant cette quête qui te rajoute un niveau de complexité dans la psychologie, dans la psychologie du personnage. Mais en intro, je disais qu'on y voit dans ce manga le meilleur et le pire de l'être humain. C'est clairement, il nous fait un panel de A à Z, quoi. Après, moi, j'ai noté que plus ça allait et plus les personnages, on va dire, à risque, étaient dessinés comme des méchants. Alors que dans les premiers tomes, on parlait tout à l'heure des premiers pilleurs qu'on voit et qui ont l'air d'un peu des bras cassés, quoi. Pendant longtemps, ils jouent sur cette ambiguïté. Les gens ont des physiques qui sont indétectables, ils sont lambda et on ne sait pas jusqu'à ce qu'on se frotte à eux. Et là, plus ça avance et plus les personnages censés être protecteurs, en fait, le sont pas du tout. Et il y a une espèce de jeu de cartes où hop, on retourne et l'arrière est jamais très joli à regarder, quoi. Ouais, et puis il y a aussi presque, je dirais, des codes de manga qui reviennent aussi, tu vois, genre ce personnage, je me rappelle plus très bien de son nom, mais la fille qui a une tête un peu tarée avec les cheveux en bataille qui arrive, c'est un peu pour le coup le twist de la fin du tome 8, c'est qu'elle les a retrouvés, où on comprend qu'en fait c'était aussi un personnage de l'autre timeline et tout. Et pareil, ce personnage-là commence un peu à arriver comme un vrai antagoniste, ce qu'il n'y avait pas vraiment jusqu'ici, tu vois. En tout cas, c'est un... Elle endosse ce truc-là, quoi. C'est la menace. En plus, c'est un personnage qui saute un tome, puisqu'on le voit à la fin du tome 6 sans savoir qui c'est. On retrouve à peu près qui c'est dans le tome 7 et on en apprend un petit peu plus sur le tome 8 que nos auditeurs n'ont pas encore lu. C'est pas de Tarou, non? Est-ce que ça t'a fait un petit... C'est un nom, mais je vais pas le donner. Est-ce que ça t'a fait un petit feeling Psyren, Max? Tellement. Ah bah quand même, quand même. Je me suis dit là, l'affiliation est directe parce que même sur la coupe de cheveux, je retrouvais des éléments. Mais tellement sur les mômes qui grandissent. Comment on est parti sur une vibe Siren. J'y ai pensé, je me suis dit, mais alors à ça, faudra qu'on attende le tome 8, 10, 11 peut-être pour faire le lien. Mais oui, bien évidemment. Si vous avez lu Siren, vous avez. Ouais, mais on parlait, tu vois, de cette alternance entre les deux timelines. Là, vu qu'on commence à être un moment avec ce tome 8 où ça se rejoint vraiment. Ça va éventuellement se rejoindre. Ouais, et encore. En tout cas, même géographiquement, ça se rejoint. Et là, il y a des effets de montage alternés qui sont vachement intéressants, genre le truc où ils sont dans le même village et hop là ça genre sur une case en fait ça a changé et là franchement je trouve que ça devient vraiment intéressant aussi pour nous de se dire merde, alors là du coup maintenant ça va être vachement moins facile de savoir où je suis, tu vois, et à quel moment je suis, et ça c'est cool. Et l'auteur il va pas nous attendre, il nous laisse pas d'indices spécialement. Le tome 8 sort au début du mois de mai, dans un mois. Voilà, vous avez un petit mois d'attente, on vous a donné des petites pistes. Pareil, si vous habitez Lyon, Grenoble, par là, soyez très attentifs au tome 8. Il y a une révélation. Il y a une révélation. Ouais, au sens propre, au sens vraiment étymologique du mot révélation. Vous allez voir. Code la Bretagne est peut-être la clé. Ouais, alors du coup le Japon plutôt, mais c'est plus loin.
Donc voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette émission parce qu'on a encore 1 million de choses à dire. Enfin, vous nous connaissez, on peut en déblatérer pendant des heures et des heures. Mais voilà, on a l'émission la semaine prochaine à faire aussi, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Journey Beyond Heaven. Donc voilà, début du mois de mai, il y a 8 tomes disponibles. Si vraiment vous êtes d'une curiosité extrême, l'animé est d'une plutôt bonne facture. Il a des plutôt bons échos pour l'épisode 1 en tout cas sur Disney+. Si jamais vous êtes abonné, vous abonnez pas pour ça, hein, mais si jamais vous êtes abonné, jetez-y un œil. Si vous n'êtes pas allergique aux musiques rigolotes de moments de calme dans les animés, il y en a toujours ça. En revanche, c'est le nom japonais Tengoku Daimakyo. Daimakyo. Après, tu vois, si tapez quelqu'un TENG, et ça c'est sort. le seul qui sort normalement, parce qu'en plus c'est sur Star. Je regarde des animés, j'ai maté tous les animés de Disney+, mais il me l'a absolument pas proposé, l'algorithme. Il est nul à chier. mais pas facile. Donc tapez TENG, c'est sur Star et vous l'avez. Voilà. T'as à dire quoi, Kanya ? Que si vous voulez vous contenter de regarder l'épisode 1, c'est peut-être un petit peu dommage parce que à l'endroit où il s'arrête, c'est évidemment pas au même endroit qu'à la fin du tome 1, mais en tout cas la fin des deux médias m'a pas du tout apporté la même chose. Non. La fin du tome 1 de l'animé, voilà, c'est lundi, comment ça va vous? Alors que la fin du tome 1 du manga, j'étais vraiment genre, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Pour le coup, j'en ai rien à foutre de comment vous allez. Il y a eu une réécriture en plus pour le tome 1 pour rendre ça un petit peu plus télévisuel et finalement tant mieux que ça soit pas le même rythme, la même narration entre les deux. Moi je préfère ça, même si c'est la même histoire, je préfère quand on est sur deux façons de voir les choses qu'il y a un peu de différentes. surprise au moins quoi. Que les deux médias se ressemblent mais ça semble. Voilà, j'ai inventé ça. En tout cas, en tant que non spectateur d'animé habituel, j'ai trouvé ça étonnant. J'ai été agréablement surpris, très agréablement surpris par la qualité. Il y a des trucs très beaux dedans. Ouais, tu clairement. kiffes les musiques bizarres. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? Là, on est un peu dans les vacances de Pâques, d'ores et déjà. Alors, selon les zones, tout ça. Mais la semaine prochaine, on vous parle de Evol. Oui. Le nouveau manga de Atsushi Kaneko qui sort effectivement dans une semaine et un jour par rapport à la sortie de cette émission. Donc on en parle la semaine prochaine pendant 1 heure. Et puis surtout, lisez Journey Beyond Heaven. Carrément. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Merci.